Si vous le voulez bien, de toute manière, vous n'avez point le choix, à défaut peut-être d'avoir sous la main des anchois, ça, je ne sais pas. Je vous invite à inspecter, dans un premier temps, sur l'effondrement du bloc de l'Est soviétique. Dans le but de mieux comprendre les raisons véritables de la chute de l'URSS, du retour à une seule Russie et l'indépendance des États soviétiques, puisque cela nous éclaire sur les tensions actuelles identitaires, parcourant le sud et l'est de l'Ukraine. Alors, je me suis bien fait aider par un documentaire de Jean-Charles Degnaud et Serge Costine, La fin de l'URSS. Depuis 1985 et ses 54 bougies, Mikhaïl Gorbatchev est secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique. Il rajeunit l'équipe dirigeante et engage des réformes radicales. En politique étrangère, il a dégarni le rideau de fer, symbole de la guerre froide entre le bloc de l'Ouest et celui de l'Est, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, il permet à des pays satellites de l'Union soviétique comme la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie de reprendre leur destin en main. En politique intérieure, il a entrepris la démocratisation de l'Union soviétique en lançant deux slogans révolutionnaires. La glasnost, c'est-à-dire la liberté de parole, et la perestroïka. Cette dernière constitue une réorganisation de l'économie et une restructuration sociale. Malgré tout, en 1989, le bilan est mitigé. Bien que la société respire enfin, suite à la fin de la censure des journaux et médias, si les libertés individuelles sont de plus en plus respectées, si les internements arbitraires ont disparu, la vie quotidienne des Russes se dégrade. C'est dans ce contexte que se déroule l'entrevue de Malte. Gorbatchev va chercher à obtenir l'arrêt de l'escalade nucléaire avec les États-Unis pour des raisons morales mais aussi économiques. La réduction drastique des dépenses militaires de son pays lui permettra de financer sa fameuse perestroïka et d'élever le niveau de vie de sa population. Le président américain George W. Bush père et Mr. Gorbatchev tombent d'accord et sonnent le glas de la fin de la guerre froide. C'est dans ce nouveau contexte que le dirigeant russe se rend à Vilnius, où les Lituaniens demandent leur indépendance. Avec les deux autres pays baltes, la Lettonie et l'Estonie, la Lituanie a été annexée par l'URSS en 1940. Après avoir jaugé le climat du pays, Gorbatchev se rend compte que la majorité de la population lituanienne veut son indépendance. 2 mois plus tard, sans l'accord de Gorbatchev, la Lituanie proclame unilatéralement son indépendance. Pour la première fois dans l'histoire de l'URSS, une de ces républiques fait sécession. L'affaire est grave puisque la contagion est probable. Mikhaïl Gorbatchev temporise. Doué de principes moraux, d'une aversion pour la guerre et de son expérience en tant que juriste, il ne réprime pas les Lituaniens. Et pour continuer en toute légalité ses fameuses réformes, il se fait élire président de l'URSS par le Congrès des députés du peuple. Dans la foulée, il supprime le monopole du Parti communiste, instaurant ainsi le multipartisme en Union soviétique. Le système institutionnel soviétique était à bout de souffle, dépassé. Le Parti communiste et l'appareil administratif exerçaient un contrôle total. Comme une évidence de force en présence, toutes les initiatives réformatrices de Gorbatchev se sont heurtées à la résistance de la nomenklatura, c'est-à-dire les hauts dignitaires du Parti communiste. Ces derniers commencèrent à freiner tout le processus réformateur socialiste de Gorbatchev. Certains pensaient qu'on ne pouvait démanteler le Parti communiste qu'en mettant en pièces l'URSS. D'autres ne pouvaient comprendre ce raisonnement et préféraient voir l'URSS comme une union soviétique fédérale, démocrate et sociale, ce qui actuellement tarde à se réaliser au niveau européen. Mais ne désespérons pas, une autre Europe reste possible si on le souhaite vraiment. Un programme est lancé, celui de libéraliser l'économie soviétique. Cependant,
comment parvenir à une saine, sereine économie de marché si des règles de fonctionnement éthique ne sont pas suffisamment signifiants? Le président Gorbatchev est alors confronté à l'éternel dilemme: marxisme et capitalisme sont-ils compatibles? Autrement dit, peut-on organiser un marché libre dans une économie dirigée? La perestroïka, censée répondre positivement à cette question, n'a pas les effets escomptés. L'ouverture à la concurrence dans le commerce est un échec. En effet, si les prix des marchandises sont restés fixes, les producteurs devenus indépendants ne veulent plus vendre à perte. Résultat, la production s'effondre et les étals des magasins se vident. La pénurie s'installe. Gorbatchev tergiverse, ne sait plus que faire. L'inflation grimpe, le rouble s'est écroulé, le dollar grimpe. Des mendiants apparaissent dans les rues de Moscou, du jamais vu pour les citoyens d'alors. Les salaires et les retraites ne sont plus versés régulièrement. Retour vers le futur. Gorbatchev, 20 ans plus tard, revient sur sa tentative de perestroïka avortée et confie: il est impossible de réussir la transition économique d'un pays en 300 jours. On a échoué. On a vraiment échoué. Retour vers le passé. Un homme jusqu'alors en disgrâce politique intervient sur le devant de la scène, Boris Eltsine. Ce haut fonctionnaire provincial, reconnu pour son efficacité et son franc-parler, avait été nommé par Gorbatchev premier secrétaire du parti à Moscou, avant d'être écarté pour avoir critiqué les lenteurs de la perestroïka. Aujourd'hui, Gorbatchev regrette d'avoir permis à Eltsine d'avoir été nommé député du peuple, à la tête des réformes communistes, et à juste titre. Ce dernier ne cesse de montrer son hostilité à Gorbatchev et s'en prend régulièrement à lui, au Parlement. La politique étrangère de Gorbatchev est tout aussi critiquée que les ratés de sa perestroïka. On l'accuse d'avoir cédé aux Occidentaux, non seulement en ne négociant pas assez sérieusement le retrait de ses troupes en Allemagne de l'Ouest, mais encore sur un point beaucoup plus important. En fait, l'administration Bush a dit à Mikhail Gorbatchev: nous sommes tous d'accord, il faut une Allemagne unifiée, cette question ne peut plus être reposée, c'est historiquement juste. Mais que faire de cette Allemagne unie? Où la placer? Une solution était de placer l'Allemagne dans l'organisation du traité d'Atlantique Nord, cette organisation politico-militaire des pays occidentaux, plus connue sous le nom de l'OTAN, afin de la contrôler. Mais Gorbatchev ne voulait pas de cette proposition qui constituait une trop grande capitulation, une trop grande concession pour lui. Alors une proposition a fait surface. Dans le cas où l'Allemagne est membre de l'OTAN, que l'OTAN ne puisse plus s'étendre vers l'Est. En d'autres termes, l'OTAN devrait s'arrêter aux frontières de l'Allemagne. Les Occidentaux ont fait cette promesse à Gorbatchev qui l'a acceptée. Ce dernier a commis une grande erreur, il a fait confiance aux Américains. Pour cause, il était évident que les Hongrois, les Polonais, les Tchécoslovaques feraient tout pour intégrer l'OTAN, repoussant ainsi les limites de l'organisation aux frontières de l'URSS. Gorbatchev, de plus en plus affaibli, obtient pourtant un succès lorsqu'il est reconduit dans ses fonctions de secrétaire général du Parti communiste en juillet 1990. Un coup de théâtre tout de même arrive sur le devant de la scène. Boris Eltsine claque la porte du parti le jour même à Moscou, dans la salle du Congrès au Kremlin. En fait, par cet acte, Eltsine s'avance vers un nouveau pouvoir potentiel. À l'automne 1990, voici la situation. Les démocrates ont laissé tomber Gorbatchev après l'abandon du programme des 500 jours, et les communistes l'ont aussi abandonné suivant ce principe simple. À quoi peux-tu nous servir maintenant, après tout ce que tu nous as fait? Gorbatchev ou l'homme suspendu dans le vide. Cette position intenable contraint Gorbatchev à choisir. Comme il lui est impossible de s'entendre avec Eltsine, pour des raisons politiques et personnelles, il se tourne vers les communistes, bien qu'ils lui reprochent d'avoir supprimé le monopole de leur parti. Il constitue avec eux une nouvelle équipe à poigne. Il nomme Boris Pougot, ministre de l'Intérieur, Dimitri Yazov, ministre de la Défense, Vladimir Kryuchkov, patron du KGB, et il fait de nouvelles concessions à l'aile dure en désignant Gennady Yanayev, son vice-président, et Valentin Pavlov,
son Premier ministre. Ce changement de cap est tellement flagrant que son plus fidèle compagnon d'armes, Édouard Shevardnadze, démissionne en dénonçant l'avènement d'une dictature certaine, fort de ses renseignements acquis auprès de membres du KGB, faisant partie de l'administration étrangère dirigée par lui-même. Malgré tout, Gorbatchev n'a pas voulu croire son ami, ne pensant pas qu'une dictature se préparait. Le durcissement du régime à Moscou pousse les conservateurs communistes des pays baltes à relever la tête. En juillet 1990, ils descendent dans les rues de Vilnius et de Riga pour réclamer le maintien de leur pays dans l'espace soviétique. Ils se heurtent aux indépendantistes. Certains meetings indépendantistes comptaient plus de 500 000 personnes. Le premier secrétaire du Parti communiste lituanien établi entre 1988 et 1991, Algirdas Brazauskas, fut convié à Moscou, où les hauts fonctionnaires communistes ont proposé de lui offrir tous les moyens nécessaires pour étouffer ce mouvement. Algirdas décline cette offre et les propositions de ce genre s'exileront, salaces telles aussi. Un coup de force se prépare à Vilnius. Les commandos sont sur le pied de guerre. Un ordre de Moscou et ils interviennent. Personne ne voulait assumer la décision d'intervenir au Kremlin. L'indécision au pouvoir provoque une situation trouble et les membres de commando affrontent des nationalistes repliés dans l'immeuble de la télévision lituanienne. Des dizaines de morts, des centaines de blessés, un coup de pinceau sanguinaire qui se reproduit à Riga, en Lettonie. Gorbatchev fait alors un discours officiel suite à ces mésaventures humaines, en déplorant les événements tragiques survenus à Vilnius et Riga. Les morts dans l'enceinte de ces deux capitales ont un énorme retentissement en URSS, mais aussi en Occident. Le 17 mars 1991, le président Gorbatchev décide d'organiser un référendum, le premier et le dernier sur le territoire russe, ce qui peut être considéré de la part de Gorbatchev comme une étape dans la démocratisation du peuple russe. Il s'agit pour le peuple de se prononcer pour le maintien ou non de l'URSS dans le cadre d'un nouveau traité d'union qui reste à définir. Les électeurs répondent oui à 76%. Le même jour, un autre référendum a lieu en Russie seulement. La population se prononce à 70% pour l'instauration d'un poste de président de Russie, élu au suffrage universel. Le 16 juin, Boris Eltsine prête serment. C'est lui qui vient d'être élu premier président de Russie. Moscou est désormais le siège de deux pouvoirs qui s'opposent. Celui de l'Union soviétique, représenté par Gorbatchev, avec celui de Russie, représenté par Eltsine, qui incarne, lui, l'espoir du peuple russe. Deux hommes pour un seul pouvoir. Dans cette lutte, Gorbatchev est handicapé par son bilan économique. Pour sortir du marasme dans lequel on l'accuse d'avoir plongé son pays, il n'a pas d'autre solution que de se tourner vers les Occidentaux. Il veut obtenir une aide financière à grande échelle. Il se fait donc inviter à Londres le 15 juin 1991, lors d'un sommet des pays les plus industrialisés de la planète, le G7. Malheureusement, le courant occidental gagnant préférait en fait Boris Eltsine, ce leader à poigne, brutal, très opposé à la démocratie. C'était une manière de garder la Russie sous son contrôle. Gorbatchev, lui, aurait tenté de mener la Russie vers la démocratie. Une démocratie sociale s'orientant vers une forme d'indépendance que l'Ouest préférait éviter. Il valait mieux avoir en face un dictateur à qui on pouvait faire ce qu'on voulait. Si le G7 avait donné à Gorbatchev une aide économique et financière conséquente, une vraie ligne de crédit, jamais la tentative de coup d'État à l'encontre de Gorbatchev qui s'ensuivra n'aurait pu se réaliser. Car Mikhaïl Gorbatchev, revenu bredouille de Londres, sait que sa position politique ne tient plus qu'à un fil. Les vacances approchent, et effectivement des bruits de coup d'État courent à Moscou. Ils sont justifiés car un putsch est bel et bien en gestation. Il a été préparé de longue date
par des proches de Gorbatchev ou membres de son gouvernement. Les futurs putschistes sont fermement opposés au traité que prépare Gorbatchev. Ce traité doit faire de l'Union soviétique une fédération d'États souverains qui pourront disposer d'une très large indépendance. Et alors que Mikhaïl Gorbatchev et sa famille se reposent en Crimée, dans la villa présidentielle, le 18 août, se passe un événement inquiétant. Le ministère de la Défense coupe l'électricité et le téléphone dans toute la villa. Les militaires entourant Gorbatchev ont reçu l'ordre de quitter la demeure, ordre qu'ils ont suivi. En même temps, des navires de l'Union soviétique patrouillent sur la côte de la mer Noire, dans le but d'installer un climat de tension autour de la résidence. Peu après, une délégation de ministres et de membres du parti force la porte du président Gorbatchev et lui demande d'instaurer l'état d'urgence dans le pays, ce qui signifie en d'autres termes cautionner un coup d'État. Il répond en mettant en avant les principes constitutionnels, en leur proposant de s'exprimer au congrès du peuple, qui choisira ensuite la marche à suivre. Les putschistes s'en offusquent et demandent à Mikhaïl de signer sa démission. Le président refuse et les putschistes n'obtiendront pas le soutien de Gorbatchev. Les putschistes rentrent donc à Moscou sans l'aval officiel de Gorbatchev et décident de précipiter les événements en prétextant un problème de santé de la part du président. 500 chars font leur entrée dans Moscou sous ordre du putschiste Yanov, alors ministre de la Défense. Ces derniers investissent les points stratégiques, les ministères, la radio, la télévision, et encerclent le Parlement de la Russie, la Maison Blanche. Les putschistes qui siègent au Kremlin décrètent la censure, l'interdiction des manifestations, le couvre-feu. Ils contactent alors Boris Eltsine qui refuse leur proposition d'alliance. Ils se jouent même de la situation et profitent du contexte pour délivrer un message à tous les Russes en affirmant que les putschistes ont écarté Gorbatchev de la présidence de l'URSS et qu'ils doivent être considérés comme des criminels de guerre. Ce message est comme la clé ouvrant la destinée à tout ce qui allait se produire durant 3 jours, à l'attention de la communauté internationale et à la population à l'intérieur du pays. Alors que de plus en plus de moscovites convergent vers la Maison Blanche du Parlement, cernés par les chars, Boris Eltsine choisit de s'y rendre pour parler avec les militaires. Il décide alors d'improviser un discours, de délivrer sa parole debout sur un des chars. La déclaration de Boris a un effet immédiat sur les manifestants qui viennent de se trouver un chef. Les jeunes soldats, dans leurs véhicules blindés, sont désemparés par ce revirement de situation. À 17h, les putschistes tiennent une conférence au Congrès. Tous sont membres du Parti communiste, tous avaient été choisis par Gorbatchev et se retournent contre lui. En Crimée, Gorbatchev et ses proches, qui ont suivi les événements sur le poste de télé du gardien de la villa, comprennent les intentions des putschistes. Gorbatchev enregistre alors une vidéo, craignant pour sa vie et se confie. Après la conférence de presse de la commission d'état d'urgence, dirigée par le camarade Yanaev, j'ai compris que le public russe et étranger avait été désinformé. Je déclare que tout ce qu'on dit sur ma santé est faux. Ce mensonge a servi à un complot contre la Constitution. Le président légitime est empêché d'exercer ses fonctions. On m'a mis aux arrêts. Le lendemain, Boris Eltsine, qui a passé la nuit au Parlement, protégé par un important service de sécurité, reçoit de plus en plus de soutien dans le pays et à l'étranger. Des barrages sont érigés par les moscovites autour des chars. Les occupants militaires qui n'ont reçu aucune consigne commencent à se fatiguer de cette situation. Chez les putschistes, la confusion est totale. Un à un, ils cherchent à se défiler. Il n'y aura pas de guerre civile ni de bain de sang, seulement un accident durant la nuit lorsque les chars commenceront leur retraite. Le 21 août au matin, l'état d'urgence est levé. Les putschistes capitulent et les chars regagnent leur caserne dans la liesse populaire. Il s'agit maintenant de faire revenir Gorbatchev à Moscou. Certains putschistes, dans la panique, décident de se rendre en Crimée auprès de Gorbatchev.
Ils pensent se protéger auprès de lui des conséquences du drame qu'ils ont provoqué. Apprenant cela, Helsinki sent un mauvais coup possible, à savoir une réconciliation des membres du Parti communiste entre les putschistes et Gorbatchev, qui ne jouerait pas en sa faveur. Il envoie donc son vice-président pour chercher lui-même Gorbatchev. Il apparaîtra ainsi comme son sauveur aux yeux de l'opinion mondiale. Il informe donc les ambassades occidentales à Moscou de son initiative. En Crimée, présent au même moment, putschistes et envoyés de l'équipe Helsinki proposent à Gorbatchev de les raccompagner dans la capitale. Dans un premier temps, Gorbatchev donne son feu vert aux putschistes pour qu'ils le raccompagnent le lendemain, le temps de rassembler ses affaires. Mais, désemparé, confronté au traumatisme de ses proches, et à l'ordre sans équivoque de suivre le vice-président russe, Gorbatchev se résigne et est finalement escorté par l'avion de l'équipe Helsinki jusqu'à Moscou. Mikhaïl Gorbatchev comprend alors qu'il va tout perdre. Une imposante délégation de l'équipe d'Helsinki attend la victime du putsch à l'aéroport de Moscou. Il condamne ouvertement le coup d'État mais ne peut que rendre hommage à son libérateur, Boris Helsinki, président de la Russie. Il est désormais à la merci de son éternel rival qui s'érige en sauveur de la perestroïka et de la démocratie. Le 23 août 1991, au Congrès des députés du peuple, le coup de poignard est porté au cœur politique de Gorbatchev. Helsinki brandit le texte d'un décret qui doit suspendre l'existence du Parti communiste en Russie, tant que le rôle exact des putschistes du parti de Gorbatchev ne sera pas établi. Il se passe alors une scène incroyable. Boris Helsinki vient à la tribune et demande à Gorbatchev de signer lui-même ce décret. Le président de l'URSS rechigne, Helsinki insiste. Gorbatchev refuse et Helsinki regagne son banc et déclare « Camarades, pour en finir, permettez-moi de signer l'ordre de l'arrêt de l'activité du Parti communiste russe. » L'arrêt est bien entendu signé par le gagnant Helsinki. Ironie du sort, puisque la victime principale du putsch était Gorbatchev. Ce dernier qui, dans la foulée, est de nouveau victime de la stratégie d'Helsinki, ne se contentant pas de condamner uniquement les quelques membres du putsch, puisqu'il profite des circonstances de ces 3 jours de crise pour désigner le Parti communiste russe comme criminel. Mikhaïl Gorbatchev, étant le chef de ce parti, reste président de l'URSS, mais sa fonction est fortement mise à mal par l'opinion publique et internationale, et il n'officie plus en tant que chef et membre du Parti communiste. Un double effet qui se coule, perpétré par l'opportuniste Helsinki, une manœuvre si simpliste qu'elle en devient historiquement si tristement habile. Dans les semaines qui suivent, le gouvernement soviétique reconnaît l'indépendance des pays baltes, de la Géorgie, de l'Arménie, de l'Ukraine et de la Biélorussie. C'est alors que le président Gorbatchev, qui cherche à préserver un lien entre Moscou, l'Ukraine, la Biélorussie et les républiques asiatiques, a l'idée de créer une union économique qu'Helsinki avait signée. Ce que Gorbatchev ne savait pas, c'est que dans son dos, son éternel ennemi manœuvre pour une toute autre cause. Le 8 décembre 1991, dans le relais de chasse de Belovedj, au fin fond de la Biélorussie, Boris Helsinki réunit secrètement les présidents biélorusses et ukrainiens. Il s'agit de signer avec eux une nouvelle alliance politique et économique pour torpiller celle de Gorbatchev et dépouiller un peu plus sa fonction de président de l'URSS. Mikhaïl Gorbatchev, à ce moment-là, a tout perdu. Le 21 décembre, au Kazakhstan, 11 républiques adhèrent à la CEI, la nouvelle union économique créée par Helsinki. Elle marque ainsi l'acte de décès de l'URSS, devenue une coquille vide. Gorbatchev effacé s'efface. Le lièvre d'intellect Gorbatchev s'est fait couper la gorge à coups de dents efficaces et courageuses du loup Helsinki. Au Kremlin, Gorbatchev ne règne plus que sur des bureaux de plus en plus vides que l'aventurier Helsinki est impatient d'occuper. Gorbatchev, ce démocrate pensant réformer le communisme,
L'homme qui a détruit la peur sévissant au sein du système communiste depuis 70 ans est accusé par son peuple de lâcheté, d'indécision, de faiblesse. Comment un homme faible aurait pu initier la perestroïka? Comment aurait-il pu initier un changement de régime social avec la glasnost, la démocratisation, le parlementarisme, la fin de la guerre froide, la cessation des répressions politiques, des répressions religieuses? Comment? Un nœud de contradiction s'invite au bal de mon esprit, peut-être même du vôtre, lors d'une danse en totale incohérence avec la réalité. Abandonné de tous, le 25 décembre 1991, Mikhaïl Gorbatchev lit puis signe sa lettre de démission et cesse son activité à la présidence de l'URSS. L'encre à peine sèche de sa lettre de démission, le drapeau de l'URSS au Kremlin n'était plus. Il avait flotté 74 ans sur l'empire le plus vaste du XXe siècle. Il est remplacé par le drapeau aux couleurs de la Russie. Une nouvelle ère s'ouvrait avec ses promesses de démocratie, de désarmement planétaire et de respect des droits de l'homme. Je vous quitte, vous donnant rendez-vous demain à la même heure pour partager avec vous le devenir de la nation russe indépendante aux mains de Boris Yeltsin puis de Vladimir Poutine. Tout de suite, une piste musicale pour clore ce petit chapitre de Joan Baez, La Magnifica, Hasta Siempre, en hommage au socialisme et à l'Argentin Ernesto Guevara ou le Che cubain. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertad.